Bonsoir à tous. Oui, c'est bien, c'est poli. Ah ben, donc là, on a Virgile qui arrive sur les chapeaux de roue, mais il ne fait pas partie du quorum. Monsieur Dunant est présent ainsi que Monsieur Pellet. Madame Cour est excusée et donne pouvoir à Madame Sétier. Monsieur Venard est présent ainsi que Madame Gillet. Monsieur Cupenac est excusé et donne pouvoir à Monsieur Cadou. Madame Vanel-Normandin est excusée et donne pouvoir à Monsieur Loïc Van Warenberg. Monsieur Ivanez est présent, ainsi que Madame Zeller, Monsieur Dezay, Monsieur Robet, Madame Cossard, Delphine, je crois qu'elle est excusée. Delphine, hein, oui. Ah oui. Et donc elle donne pouvoir à Madame Asnar. Madame Asnar est présente, Monsieur Cadou aussi. Monsieur Dangui donne pouvoir à Madame Gier. Monsieur Mazet donne pouvoir à moi-même. Madame Vuillot est présente, elle est là, Ségolène. Elle est tout au fond, elle se cache. Donc Ségolène est présente, je suis où là? Voilà. Madame Husson est présente. Monsieur Pelletier est excusé et donne pouvoir à Madame Husson. Madame Sétier est présente ainsi que Madame Gier, Madame Luzy, Monsieur Sigaud. Christophe, il est là, est présent. Monsieur Van Warenberg aussi, Monsieur Levitre aussi. Madame Régoblet est excusée et donne pouvoir à Madame Vuillot. Madame Da Silva Diamantino est excusée et donne pouvoir à Véronique Gillet. Monsieur Molinas est présent ainsi que Jacques Duvillard. Jacques, il est. Oui, mais on va l'excuser pour l'instant. Il devrait nous rejoindre, je pense, en cours de séance. Et en attendant, il donne pouvoir à Monsieur Jérémy Venard. Monsieur Juillard est présent, ainsi que Madame Char. Elle est excusée. Elle arrive. D'accord. Bon, on va l'excuser pour l'instant. Madame Garnier-Simon est présente et Monsieur Boquet est également présent. Je vais vous proposer de désigner Madame Gillet comme secrétaire de séance. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Merci. Approbation de la séance du 7 juillet 2025. Est-ce qu'il y a des questions sur ce compte-rendu? Pas de questions? Vous n'avez pas de pouvoir de Madame Char en attendant? Non? D'accord. Comment? Ok. S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Alors, oui, les absents, la séance concernée, Loïc Van Warenberg et au 17e. Je n'ai pas vu d'autres mains. Je crois que c'est bon. Le compte-rendu est adopté. Pour l'ordre du jour, est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des votes contre, des abstentions? Merci. Premier point à l'ordre du jour, donc il s'agit de la garantie d'emprunt pour 1 018 000 € sollicité par Dynacité pour le Bellevue, le programme GEX Bellevue, l'acquisition et l'amélioration des 12 logements au-dessus du restaurant. Et c'est Véronique Gillet qui rapporte. Oui. Voilà. Donc le bailleur Dynacité sollicite la commune de Gex en vue d'obtenir une garantie d'emprunt dans le cadre de l'opération d'acquisition-amélioration de 12 logements collectifs au sein de l'hôtel Bellevue. Il comprend 8 logements PLUS et 4 logements et que cette opération s'inscrit dans le partenariat établi avec Dynacité pour la réhabilitation de cet immeuble emblématique de la ville de Gex, avec cession des étages au bailleur social pour la réhabilitation de 12 logements destinés aux seniors. Pour le financement de cette opération, Dynacité demande une garantie à hauteur de 100% pour un emprunt de 1 018 000 € auprès de la Caisse des dépôts et consignations, dont les caractéristiques financières de chaque ligne du prêt se trouvent dans le tableau ci-dessous. Le projet de délibération concerne la garantie d'emprunt de 1 018 000 € sollicitée par Dynacité pour la réhabilitation des 12 logements, incluant les différents articles cités, la garantie d'emprunt à hauteur de 100%, le contrat de prêt signé avec Dynacité
et les 3 articles en complément comprenant les conditions de la garantie, la durée du prêt et le 3e article où le Conseil s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. Délibération habituelle pour le logement social. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? On peut passer au vote? Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Merci. Le deuxième point, c'est le transfert des garanties d'emprunt dans le cadre de la fusion-absorption de la société Solar par la société 1001 Vie Habitat. Et c'est Véronique Gillet, toujours, qui rapporte. Oui, merci, monsieur le maire. Donc, c'est le transfert des garanties d'emprunt dans le cadre de la fusion-absorption de la société Solar par la société 1001 Vie Habitat. Le bailleur social Solar soumettra à son AG du 1er décembre 2025 un projet de fusion-absorption par la société mère 1001 Vie Habitat, qui prendra effet le 31 décembre 2025, après approbation par les instances décisionnelles des sociétés concernées. La société 1001 Vie Habitat se verra alors transférer l'intégralité des droits et obligations de Solar, dont les financements octroyés par la Caisse des dépôts et des consignations. Cette opération s'inscrit dans une démarche de simplification juridique du groupe 1001 Vie Habitat et de mutualisation des capacités d'investissement par l'absorption de ses filiales. Cette opération de fusion intragroupe est présentée comme n'impliquant aucune modification de l'ancrage territorial de Solar. Solar sollicite la commune en vue d'obtenir son accord sur le transfert à 1001 Vie Habitat des garanties d'emprunt précédemment octroyées. Il est proposé au conseil municipal d'apporter une réponse positive à cette démarche. Le projet de délibération demande le maintien des garanties initiales pour les emprunts accordés à Solar selon les caractéristiques expliquées dans le tableau en annexe, en faveur de 1001 Vie Habitat, et doit autoriser monsieur le maire ou un adjoint délégué à signer tous les documents afférents au dossier. Est-ce qu'il y a des questions à madame Gillet, monsieur Juillard? Gex garantit effectivement 24 emprunts de Solar pour un capital restant dû d'environ 35 millions. Et Mme Gillet représente notre ville auprès du conseil de surveillance de Solar. Que va-t-il advenir de cette représentation de Gex une fois Solar absorbé par Multi Habitat? Normalement, il n'y a plus de conseil de surveillance de Solar, puisque ça sera regroupé. Structurellement, ça sera différent. On ne sait pas encore exactement. Ils n'ont pas donné les détails encore réels. Je pense qu'on aura plus de détails quand ce sera le vote au mois de décembre, à mon avis. Disons que c'est dans un intérêt quand même pour Solar, puisque ça leur permettra d'avoir quand même une grande bouffée de liberté pour pouvoir entamer d'autres projets. Là, ils étaient un peu coincés, on peut dire, financièrement, puisque les bailleurs, actuellement, c'est toujours un peu compliqué, il faut le savoir. Donc, je pense que ça peut être que bien pour eux, en tout cas. Ça, c'est sûr. Bon, on va croiser les doigts et voter pour. Oui, après, vous avez raison de souligner qu'on a une gouvernance qui s'éloigne, entre guillemets. Ce qui est, voilà, mais comme le disait Véronique, le gros problème des bailleurs sociaux depuis les actions du gouvernement d'Emmanuel Macron sur son premier mandat, ça a été de récupérer des sommes énormes de trésorerie sur tous les bailleurs sociaux, qui a provoqué en fait une accélération de la concentration des bailleurs sociaux qui étaient souvent avec des structures régionales et qui sont devenus de plus en plus exsangues. C'est surtout un problème de trésorerie, hein, plus que d'investissement. Et du coup, je dis pas d'ailleurs qu'il fallait pas le faire partiellement. Par contre, là, ça a été un choc important. Et du coup, on se retrouve avec l'ensemble des bailleurs sociaux qui ont une problématique de trésorerie qui est énorme. Et la difficulté, c'est le problème qui est énorme, hein, c'est plus la trésorerie du coup. Et la difficulté, c'est justement de pouvoir assurer
le fonctionnement, mais aussi les investissements et les coûts de fonctionnement que ça représente dans les programmes qui se déroulent sur nos territoires. Et quand je dis nos territoires, c'est l'ensemble du pays, hein. Et voilà, donc c'est vrai que cette concentration, elle a été voulue aussi dans une stratégie d'État pour éviter le mitage et surtout les petites structures pour pouvoir assurer ce que disait Véronique, hein, c'est-à-dire une assise financière qui leur permettent de continuer à assurer cette dynamique qui, par ailleurs, avec ce discours souvent schizophrène de l'État, leur demande de faire plus, puisqu'on a des déficits de logements sociaux, je parle au niveau national, hein, qui sont particulièrement conséquents et qui posent des problèmes de logement pour des millions de Français, comme chacun peut le constater dans les informations qu'on peut avoir un peu partout. Voilà, donc c'est vrai on a vraiment une armature juridique de toutes ces structures qui se concentrent, en fait, pour se donner les moyens de gérer ces parcs. Bon, bah, voilà, après, le résultat, il nous manque un peu de recul pour savoir si c'est la bonne stratégie. Voilà, mais c'est une obligation en fait qui est imposée par les circonstances financières. On va dire comme ça, c'est pas une volonté forcément d'être toujours plus gros, toujours plus centralisé, mais c'est vraiment une question de périmètre en fait d'intervention et puis de capacité à pouvoir mener ces interventions, c'est-à-dire produire du logement social pour les Français. C'est ça. Ils ont dit que ça leur permettrait d'avoir quand même, de se projeter dans des projets, alors qu'autrement, tout était bloqué, malgré tout. Voilà. Il y a une chose aussi qu'il faut différencier, c'est que Véronique, moi j'ai été aussi représentante chez Solar pendant longtemps, hein, avant que Véronique prenne la suite, pendant 7 ans je crois. Et du coup, il faut dissocier quand même les encours que nous on garantit, comme on le fait avec Dynacité, comme on le fait avec la SEMCODA ou avec d'autres bailleurs sociaux, hein, avec pas des compagnies, de la présence au conseil d'administration, puisqu'en fait il y a plein de collectivités, beaucoup de collectivités sont évidemment comme nous. Comment dire, porteuse en fait du risque de la dette en partie dans les conditions qu'on sait sur les garanties d'emprunt. C'est pas la présence en fait au conseil d'administration qui change le fond de ce fonctionnement, puisqu'il y a évidemment 99% des communes ne sont pas représentées au conseil d'administration. Donc c'est deux choses différentes. Ça nous permettait quand même de suivre de près un certain nombre de choses, puis surtout de faire remonter au niveau local les problématiques qu'il pouvait y avoir, les problématiques du quotidien pour les gens qui habitent les immeubles Solar, comme pour les autres immeubles d'ailleurs. Et du coup, cette présence importante, puisque Solar, c'est GEX qui a ouvert la voie de la diversification, on va dire, des acteurs sociaux, et Solar est un acteur social privé, justement pour pouvoir amener une dynamique dans le pays GEX, une diversité, puisqu'on n'avait que Dynacité et Semcoda avec des structures parapubliques et des difficultés financières aussi qui ont été à un moment au bord en fait de la rupture, hein, donc en tout cas pour Semcoda. Et donc voilà, le but c'était aussi d'assurer, on va dire, d'assurer au sens large du terme cette diversification pour limiter aussi les risques, parce que plus on divise nos garanties d'emprunt avec des opérateurs différents, moins le risque est important évidemment. Parce que si c'est que un ou deux gros opérateurs, ben, le jour où il coule, ça représente une part de nos garanties qui est absolument considérable. Voilà, donc c'est aussi pour prévenir le risque de garantie des communes que les choix ont été faits d'ouvrir plus et de mettre en concurrence les bailleurs sociaux quand il y a des programmes, parce qu'à l'époque les programmes étaient 100% sociaux, hein, comme à Tougin, c'est pas comme maintenant où c'est une mixité dans les nouveaux programmes immobiliers. Voilà, c'est juste pour expliquer que tout ce cheminement et puis cet intérêt, il était réel, mais voilà, il y a la vérité des chiffres. Est-ce qu'il y a d'autres? Merci Véronique pour ces explications. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus? Non. Et s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? La délibération est adoptée. Je vous remercie. Le point 3, donc, c'est la convention avec la communauté d'agglo du pays de Gex pour la mise en commun d'un formateur en vue de la préparation au concours et examen de la fonction publique territoriale. Et c'est Charlotte Gier qui rapporte. Depuis 2021, la communauté d'agglomération du pays de Gex a mis en place un accompagnement de ses agents en préparation des concours et examens professionnels de la fonction publique territoriale par un formateur recruté en interne. Cette formation en interne aux préparations des concours et examens professionnels de la fonction publique territoriale a pour but de préparer les agents publics au passage des épreuves de sélection dans l'objectif d'intégrer la fonction publique, d'être promu, changement de grade, et de changer de corps et le cas échéant de catégorie.
Ces actions participent ainsi à la construction des parcours professionnels des agents en leur proposant un accompagnement spécifique adapté à chaque concours ou examen professionnel. Les actions de formation devront permettre aux stagiaires d'acquérir une méthodologie à la préparation aux épreuves écrites des concours et examens professionnels de la fonction publique territoriale, de se familiariser à l'exercice des devoirs sur table, d'acquérir des connaissances générales sur le fonctionnement de la fonction publique et du statut, d'être mis en situation de présentation. La CAPG a souhaité faire profiter les communes membres de cet accompagnement en proposant à ces dernières une mutualisation de ce temps de formation pour leurs agents recensés souhaitant préparer les concours et examens de la fonction publique territoriale. Dans le cadre de la mutualisation de cet accompagnement, il est proposé que chaque commune signataire de la convention verse à la CAPG la somme forfaitaire de 800 € par stagiaire et par épreuve préparée. Cette somme forfaitaire englobe la participation aux frais de formation comprenant la préparation à 7 devoirs écrits et le cas échéant 3 préparations aux épreuves orales, ainsi que la mise à disposition des moyens matériels, salles. La convention prendra effet à compter de sa signature par l'ensemble des parties et sera reconduite tacitement par période successive d'1 an. Il est proposé aux membres du conseil municipal d'approuver les termes de la convention qui lui est présentée entre la communauté d'agglomération et la ville de Gex pour la participation des agents municipaux à un accompagnement mutualisé aux préparations de concours et d'examens de la fonction publique territoriale et fixant les modalités de financement. Et la convention de financement est en pièce jointe. Merci Charlotte. Est-ce qu'il y a des questions? Non, pas de questions. Donc ça, simplement en 2 mots, hein, c'est une mise en place qui a été faite sur ce mandat à l'agglomération qui a très bien fonctionné, d'abord en interne pour accompagner les agents, puisqu'on a souvent des agents qui sont isolés dans leur secteur d'activité, puis qui préparaient les examens tout seuls, des examens qui sont souvent très compliqués, hein, contrairement à ce qu'on peut penser, des examens qui demandent de la motivation, mais aussi un accompagnement. Et surtout les communes aussi, et les petites en particulier, où souvent il y a un agent qui ne peut pas en fait bénéficier de la synergie avec d'autres agents qui seraient candidats sur les mêmes sujets, puis où ils peuvent travailler ensemble, etc. Et du coup, ça a eu un effet très positif sur les agents des petites communes comme aussi des plus grandes, mais en tout cas des petites, parce que les gens étaient isolés dans leur formation. Et du coup, quand on regarde les résultats depuis des différents agents qui ont été soutenus, ça a été vraiment pertinent. C'est-à-dire qu'on a pratiquement une réussite quasi à 100%, alors qu'on avait, alors quand je dis quasi, parce qu'il y a toujours, mais j'ai plus en tête exactement, mais en tout cas, on est vraiment dans une efficience sur les résultats pour ces différents agents des collectivités. Ce qui est aussi important, parce que des agents qui se forment, qui font des efforts, c'est un investissement pour les communes, c'est un investissement pour l'agglomération en tant qu'employeur aussi. Et du coup, la réussite aux examens, ça nous fidélise aussi un certain nombre d'agents, et on sait la difficulté de tous qu'on a partout pour pouvoir faire fonctionner nos services. Merci pour cette délibération. Est-ce qu'il y a d'autres... il n'y a pas de questions du coup. On peut passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci. 4e point, convention avec l'éducation nationale relative à l'accompagnement des élèves en situation de handicap sur le temps de pause méridienne dès le premier degré public. Et c'est Gérard Ivanez qui rapporte. Il est où, Gérard? Il est là. Alors, l'Académie de l'Ain a établi un projet de convention pour l'intervention d'accompagnants d'élèves en situation de handicap, c'est-à-dire les AESH, sur le temps de la pause méridienne. Cette proposition s'inscrit en continuité de la loi du 27 mai 2024 visant à élargir au temps de pause méridienne la prise en charge par l'État de l'accompagnement humain des élèves en situation de handicap. Des élèves des établissements scolaires publics de Gex sont donc dans cette situation et bénéficient d'une AESH pendant le temps scolaire. Cette proposition faciliterait leur inclusion pendant le temps de cantine. À titre informatif, dans les semaines suivant la promulgation de la loi 2024, les services municipaux avaient contacté l'Académie pour pouvoir faire bénéficier au plus vite plusieurs élèves de ce nouveau dispositif. L'objet de la convention est donc de déterminer la nature des responsabilités de chacune des parties lorsque les AESH sont affectés, sur décision de la direction des services départementaux de l'éducation nationale, à l'accompagnement d'élèves nécessitant une aide humaine pendant le service de restauration scolaire organisé par la commune. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal d'autoriser la signature de cette convention.
Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Boquet et après Monsieur Juillard. Ou le contraire, enfin, vous n'allez pas vous battre. Ah non. J'avais deux questions. Combien y a-t-il d'élèves qui sont concernés par ce dispositif? Et est-ce qu'il y a des élèves qui sont en situation de handicap et qui ne bénéficient pas de l'accompagnement à la hauteur de leurs besoins? Alors, de nous, ce qu'on évalue, le nombre d'élèves qui pourraient bénéficier de ce dispositif, on en a bien 3, 4 qui pourraient en bénéficier. Par contre, il faut savoir que l'attribution d'une AESH se fait par un dossier de MDPH demandé par les familles. Nous ne pouvons pas demander à l'Éducation nationale d'attribuer une AESH. Donc, c'est qu'une fois que le dossier est fait, et la décision, elle appartient à l'Éducation nationale en fonction de leur budget, le volume horaire, et également un point qui est un peu gênant à mon avis, sur les AESH, ça se fait sur la base du volontariat. Il faut qu'elles soient volontaires pour venir sur le temps méridien. Donc là, on est au début d'une convention et on sera dans la boucle. On a déjà fait remonter les besoins, hein, donc on le sait. Mais après, ce n'est pas notre appréciation. Et quand vous parlez du budget, c'est le budget, enfin, c'est les familles ou c'est l'État? C'est le budget de l'Éducation nationale et le volume horaire dont ils disposent et le nombre d'AESH, tout simplement. D'autres questions, Gérard Vanès, sur ce sujet important? Oui, Monsieur Juillard, du coup. Non, C'est bon? Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Merci. Le point 5, attribution d'une subvention exceptionnelle à Ski Club de la Vatée, c'est Georges Dezay qui rapporte. Oui, merci Monsieur le maire. L'association du ski club de la Vatée a adressé une demande de subvention exceptionnelle d'un montant de 2 000 € afin de développer la pratique du ski roue. On parle de ski nordique, donc de ski de fond, durant les périodes hors neige de plus en plus fréquentes en raison des évolutions climatiques. Il est rappelé la délibération 2025-038 DEL du 7 avril 2025 portant sur l'attribution des subventions aux associations, dans lequel une subvention exceptionnelle de 300 € avait déjà été attribuée à cette association pour le même objet. Afin de répondre partiellement à la demande formulée et de soutenir davantage l'initiative en faveur d'une pratique sportive adaptée aux conditions climatiques actuelles, il est donc proposé au conseil municipal d'accorder une subvention complémentaire de 700 € qui porterait ainsi le montant total de l'aide exceptionnelle à 1 000 € pour cette association. Monsieur Juillard? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé entre le conseil du 7 avril et aujourd'hui qui justifie ce changement de montant de subvention? Alors, le montant de la subvention qui avait été demandé au 7 avril, enfin qui avait été attribué au 7 avril, c'était une subvention qui était d'ordre général. Ici, le ski club a maintenant des devis clairs et précis sur le matériel, et c'est donc en fonction de la somme qui est relativement importante qu'ils ont formulé cette nouvelle demande. Merci beaucoup. Merci, Georges. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Merci. Le point 6, donc labellisation ville et village d'accueil des véhicules d'époque, et c'est Odile Sétier qui rapporte. Merci. Alors, la Fédération française des véhicules d'époque, FFVE, est une association reconnue d'utilité publique ayant pour mission d'encourager, de coordonner et de développer en France les initiatives en vue de la restauration, la sauvegarde et l'utilisation de véhicules d'époque. Elle rassemble les clubs, les professionnels et les musées dont l'activité correspond à cet objet. Le label Ville et village d'accueil des véhicules d'époque a été créé par la FFVE et a pour objectif de distinguer et de faire connaître les collectivités locales engagées dans la promotion du patrimoine automobile d'une part et de faciliter l'accueil des passionnés de véhicules anciens d'autre part. En juin 2024, plus de 120 villes ont rejoint le réseau de villes et de villages.
En un an, 170 communes ont rejoint ce label. La commune de Gex peut s'inscrire dans cette démarche car elle dispose d'un parking ayant déjà accueilli à l'espace Pertan en 2024 une exposition de véhicules d'époque prévue à nouveau en 2026. Il est également à noter que le musée départemental des sapeurs-pompiers La Remise 01 expose des dizaines d'anciens véhicules de lutte contre l'incendie. Pour se voir attribuer le label Ville et village d'accueil des véhicules d'époque, la commune devra prendre un certain nombre d'initiatives énumérées dans la convention en annexe. Il est proposé au conseil municipal de déposer un dossier de candidature et de signer la convention en vue de l'obtention du label Ville et village d'accueil des véhicules d'époque. Il est à noter que cette labellisation se fait à titre gracieux, la FFVE offrant 2 panneaux ville d'accueil pour les entrées de ville, ainsi qu'un panneau explicatif qui sera apposé à l'espace Pertan. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Bocquet. Ce label peut paraître séduisant pour peu qu'on aime les vieilles mécaniques, mais si on regarde les choses en face, ça doit à minima nous interroger. On sait que les véhicules anciens sont en moyenne plus polluants et plus bruyants. Pourquoi la commune devrait-elle investir son image pour valoriser une activité qui contribue aussi directement à la dégradation de l'environnement? L'engagement de la ville à favoriser le tourisme automobile entre en contradiction avec le discours en faveur de la transition écologique. Pourquoi encourager l'utilisation d'automobiles anciennes alors qu'il nous faudrait favoriser les alternatives à l'autosolisme que sont la marche, le vélo, les transports en commun, l'autopartage ou le covoiturage? Alors que nous devons nous engager sur la voie de la transition, l'obtention de ce label contribuerait au minimum à brouiller le message envoyé par la ville à ses habitants. Alors que nous cherchons à lutter contre les rodéos sur les routes et contre l'usage abusif de la voiture, est-il vraiment nécessaire d'accentuer le soutien de la ville à la promotion de vieilles cylindrées? En renonçant à demander ce label, on ne tourne pas le dos à la valorisation du patrimoine. Il ne s'agit pas non plus d'interdire aux passionnés de vieilles mécaniques de circuler à Gex ou d'y exposer leurs véhicules. L'an dernier, il y a eu un rassemblement, un autre est prévu l'année prochaine, sans que ce label soit nécessaire. Il s'agit simplement de ne pas chercher à encourager ce genre de pratique ou de lui préférer d'autres formes de tourisme. C'est un point de vue. Je rappelle juste que cette labellisation, elle est arrivée par le musée des sapeurs-pompiers. C'est pas une valorisation, c'est-à-dire on n'a pas vocation à être le centre national des manifestations sur les véhicules d'époque, hein. En fait, ce label, il a été porté, entre guillemets, il nous a été proposé en relais par le président de la remise 01, donc les sapeurs-pompiers, considérant que ce label en fait permet d'être dans les revues spécialisées, et c'est vraiment essentiellement sur le musée des sapeurs-pompiers que ça tourne, et ça leur fait une promotion interne pour justement pouvoir accueillir du tourisme qui est très largement connu dans le milieu des sapeurs-pompiers, mais ça ouvre le champ en fait de cette labellisation ouvre le champ d'une publicité plus large sur le musée des sapeurs-pompiers en particulier. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est rentré dans cette démarche. C'est pas du tout pour accentuer ou inciter les gens à vendre leur beau SUV hybride pour acheter des voitures anciennes, hein. Donc c'est pas si les gens sont incités, enfin je pense qu'ils sont suffisamment libres pour faire ce qu'ils souhaitent, mais c'est pas du tout ça. Le but c'est pas de promouvoir l'augmentation des véhicules anciens, c'est de valoriser en fait ce qui est une caractéristique importante pour Gex, mais aussi pour le pays de Gex et pour l'Ain, c'est-à-dire ce musée des sapeurs-pompiers. C'était surtout ça l'optique. Après, le rassemblement que vous citez, à lui seul, n'aurait pas justifié du tout qu'on rentre dans cette démarche. Voilà. Et du coup, le but, c'est pas d'accentuer encore des manifestations beaucoup plus centralisées sur le sujet, hein. Vraiment pas. Alors, dans la convention, j'ai pas vu le fait que ce soit le musée dont vous parlez qui a fait la démarche, mais c'est l'association des véhicules d'époque du Pays de Gex qui est en contact club. Le musée des sapeurs-pompiers apparaît
sur jour et horaire d'accès aux véhicules d'époque, parce que il y a effectivement le musée sur Gex, mais c'est une mention comme il y a restaurant ou hôtellerie en fait. Oui, mais après, vous savez, enfin, en fait, vous avez un processus d'adhésion au label qui est fait, qui est général. Et il y a d'autres communes qui doivent le faire et qui n'ont pas forcément un musée des pompiers. Je vous dis juste, d'ailleurs, c'est marqué dans la note de synthèse, que c'est venu par ce biais, parce que en fait, l'objet principal, c'est surtout ça. Après, le label et l'adhésion, c'est un cadre de délibération qui est général. Quand on souhaite adhérer, l'association propose ce cadre. Mais voilà. Après, honnêtement, hein, je trouve que quand même. Entre les actions sur l'environnement, la motivation, on ne peut pas faire un procès d'intention à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne correspond pas pile au cadre que ce qu'on souhaite à titre personnel. Je veux dire, il ne faut pas non plus comment diaboliser tout ce qui peut se passer autour de ça. Honnêtement, en France, si la pollution, c'était les véhicules anciens, je parle bien des véhicules anciens, hein, je ne parle pas des gros bolides, etc., vraiment, ça se saurait, hein, ça reste extrêmement résiduel, et en plus, c'est des véhicules qui continuent à vieillir, ça veut dire qu'ils vont se tasser entre guillemets, puisqu'on aura, voilà, c'est quelque chose qui n'augmente pas, c'est quelque chose qui va réduire en nombre, puisque c'est pas les nouveaux véhicules depuis 20 ou 30 ans qui vont représenter le même attrait. Donc voilà, je pense qu'on n'est quand même pas une démarche qui peut brouiller les pistes à moins vraiment qu'on soit doctrinaire, on va le dire comme ça, et c'est souvent le cas malheureusement maintenant, à chaque fois qu'il y a des sujets, sur le sujet. Donc moi j'entends ce que vous dites, hein, je comprends tout à fait que vous puissiez avoir ce point de vue. Enfin, honnêtement, moi je pense que quand même les arguments avancés par rapport à l'impact que ça a, puisque ça ne va pas augmenter Agex de flux en quelque sorte, enfin en quoi que ce soit, sinon des visiteurs pour tous nos véhicules anciens des sapeurs-pompiers qui, je le rappelle, ne roulent pratiquement pas, hein, en dehors de quelques manifestations. Voilà, donc moi en tout cas je souhaite pas du tout, enfin voilà, c'est ma réponse. Et honnêtement, je pense que ça mérite pas forcément qu'on rentre dans l'extrême détail pour essayer de voir qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme contournement sur le sujet. Enfin, voilà, il y a pas de risque sur le sujet à ce niveau-là. Mais bon, après, moi, je comprends tout à fait que vous puissiez avoir un avis contraire. Bah, dans la convention, il est indiqué que la ville s'engage à comment, faciliter le stationnement, la circulation pour les véhicules d'époque. Oui, dans le cas où il y a Dans- des manifestations, ce qu'on a déjà, vous l'avez cité, hein. On en a quelques-unes Donc dans ce cas-là, régulièrement. on parle effectivement pas du musée de sapeurs-pompiers. Non, mais parce que pour avoir ce label, il faut aussi répondre à ce cadre général que j'évoquais. Mais en fait, c'est les sapeurs-pompiers, le musée qui nous a mis sur cette voie, parce que eux, ça les intéresse, puisqu'ils seront référencés leur livre, leur guide Michelin en quelque sorte sur le sujet, en tant que musée. Voilà, donc il y a une démarche générale. Et nous, elle est très axée sur cette demande des sapeurs-pompiers pour pouvoir bénéficier de cette promotion sur les publications nationales qui concernent ce label. Et comment se fait-il que dans la convention, les sapeurs-pompiers soient pas indiqués comme contact, justement? Bah, c'est dans l'explication, mais le label lui-même, en fait, il y a plein de gens pour des raisons différentes qui vont en faire la demande. Donc voilà, on est dans un cadre de conventionnement qui est général et qui n'est pas précisé par rapport à ça. Mais c'est vrai aussi que quand on a les véhicules d'époque, comme on l'a régulièrement, vous l'avez dit, de Agex, quand je dis régulièrement, c'est quand même pas tout le temps et c'est sur des formats relativement restreints. Et pour avoir ce label, il faut aussi accepter de les accueillir. Mais de toute façon, on le fait déjà et les demandes sont très faibles, hein. Enfin, là, je me rappelle même pas, c'est une fois par an ou à peu près. Voilà. Et s'il y avait d'autres demandes qui peuvent être intéressantes sur le sujet et qui passent dans le coin, c'est pas non plus quelque chose qui a un impact considérable. Donc c'est symbolique. Pardon? Donc c'est symbolique. Oui, en quelque sorte. Nous, Ok. en fait, le but, c'est vraiment, et ça, je vous le dis, hein, c'est vraiment justement que pour notre musée des sapeurs-pompiers, il y a un élargissement, entre guillemets, du potentiel. Voilà, et du coup, c'est vraiment intéressant. Parce que là, pour l'instant, la fréquentation, elle est relativement importante, malgré tout. Mais elle est uniquement sur le circuit sapeurs-pompiers. Donc, le but, c'est d'élargir ça pour avoir un public un peu plus large. Mais honnêtement, enfin, bon, après, maintenant, je sais que tout est sujet à caution, mais il ne faut pas y voir
des flux continus. En plus, ce label, il y a beaucoup de communes qui l'ont, hein, et du coup, voilà, ça ne change pas l'organisation générale et les circuits. Par contre, quand ils viennent, on s'engage simplement à les accueillir, ce qu'on aurait fait de toute façon en dehors de ce label-là. Donc nous, le but, c'est vraiment la promotion du musée, sans lequel, d'ailleurs, on n'aurait même pas adhéré, hein, puisque c'est eux qui ont amené cette proposition. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? On peut passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? 3. Merci. La délibération est adoptée. Le point 7, donc, c'est la prise à bail pour l'Office du tourisme intercommunal du Pays de Gex dans les locaux tertiaires du bâtiment 8 de l'opération Cœur de Ville, hein, comme vous le savez, donc le bâtiment un peu emblématique qui est contre le rond-point du patio. En début de programme, donc, avait vocation à accueillir cette structure intercommunale, à la fois l'agence d'accueil et aussi le siège, hein, puisque actuellement il est provisoirement depuis plusieurs années maintenant sur les installations de l'agglo à Prèves-Saint-Mouins. Et donc voilà, il s'agit de mettre en place le bail qui nous permettra de louer les 323 mètres carrés de ce bâtiment pour cette structure intercommunale. Donc c'est un bail de 6 ans avec un loyer révisable annuel de 28 930 €, hors taxes et hors charges, puisque comme vous le savez, c'est toujours à la charge du locataire. Il est donc proposé aux membres du conseil de m'autoriser ou un adjoint, puisque voilà, ou un adjoint à signer avec la direction de l'Office du tourisme intercommunal du Pays de Gex, ce bail professionnel que je viens de vous citer et qui est joint à la délibération. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, accessoirement, c'est une trentaine d'emplois sur la place, hein, qui va commencer à s'installer. Donc c'est bien le but aussi qu'on avait de renforcer les emplois sur le cœur de ville. Et en plus, c'est une convergence importante avec Pays de Gex Agglo qui est à proximité. S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci. Le point 8, c'est la demande de subvention au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux pour les travaux de rénovation de la toiture de Pertan, et c'est Jérémy Venard qui rapporte. Oui, comme vous le savez, la ville de Gex a engagé des travaux de rénovation de la toiture de l'espace Pertan, des travaux qui ont débuté en mars 2025. Ces travaux sont éligibles à plusieurs dispositifs de subventionnement de l'État. Une demande de subvention a été déposée le 16 avril 2024 au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux pour un montant de 300 000 €, ce qui représente 27% du chiffrage estimatif des travaux. Une décision municipale avait été versée en ce sens au dossier dans le cadre des délégations accordées au maire, mais les services de l'État exigent une délibération du conseil municipal. Donc, au vu de la nature et du coût des travaux estimés à 1 100 000 € hors taxes, la ville de Gex a sollicité plusieurs subventions auprès de l'État, de la région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre du contrat région-ville moyenne et du département de l'Ain au titre des investissements structurants. Donc, nous avons le plan de financement structurel avec un autofinancement de 250 000 €, une demande de subvention de l'État au titre de la DETR de 300 000 €, une demande de subvention auprès du conseil régional donc de 400 000 € et auprès du conseil départemental pour 150 000 €. Il est donc proposé au conseil municipal de délibérer pour solliciter un subventionnement de l'État au titre de la DETR 2025 à hauteur de 300 000 €. Des questions à M. Venard sur ce sujet? Pas de questions? On peut passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Merci. Ensuite, donc, le point 9, c'est l'avis du conseil municipal sur le projet d'arrêté préfectoral d'autorisation de travaux pour l'état et l'aspect de la réserve naturelle nationale de la Haute-Chaîne du Jura dans le cadre de la gestion sanitaire de la crise des scolites. Et c'est Jérémy aussi qui rapporte. Oui, donc la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, la DREAL, sollicite l'avis du conseil municipal sur le projet d'arrêté préfectoral d'autorisation pluriannuelle de travaux, des travaux modifiant l'état ou l'aspect de la réserve naturelle nationale de la Haute-Chaîne du Jura et liés à la gestion sanitaire de la crise du scolite. Donc, en effet, les peuplements de forestiers d'épicéas communs de sapins péclinés connaissent dans le département de l'Ain depuis plus de 5 ans des dépérissements importants en raison du réchauffement climatique, ayant pour conséquence l'explosion des populations de scolites,
Donc, ces situations bousculent l'exploitation courante des forêts publiques et privées, notamment les programmes de coupe et de travaux sylvicoles, ainsi que les essences gérées à des fins de production, conduisant à la possibilité de mettre en œuvre les documents de gestion durable élaborés par l'Office national des forêts et les propriétaires et gestionnaires privés. Cette crise massive du scolite a conduit l'ONF à demander aux services de l'État de procéder à une révision générale et exceptionnelle de l'application des documents de gestion durable pour parvenir à un dispositif juridique autorisant les coupes sanitaires en réserve naturelle, tout en tenant compte des enjeux de conservation dans son périmètre et en garantissant un traitement équitable des propriétaires forestiers publics et privés. Une concertation s'est engagée entre les différents partenaires, donc l'ONF, la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, l'ADREAL, la réserve naturelle, le Centre national de la propriété forestière, le syndicat de propriétaires privés Fransilva, le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel. La commission départementale de la nature, des paysages et des sites a également été consultée le 23 juin 2025 et a rendu un avis favorable. Le comité consultatif de la réserve naturelle sera prochainement convoqué par monsieur le sous-préfet de Gex sur ce dossier, qui fera à toute fin de procédure l'objet d'une consultation publique sur le site internet de l'ADREAL avant sa mise à signature et son entrée en vigueur. Donc, il est proposé au conseil municipal de rendre un avis favorable sur le projet d'arrêté préfectoral. Voilà. Tout est dit. Tout est dit. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Un sujet angoissant quand on regarde l'état général des massifs forestiers, quel que soit l'endroit où on se trouve. On va avoir un changement de modèle qui est effectif déjà maintenant. S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. S'il y a des votes contre, des abstentions. Merci, Jérémy. Ensuite, donc, la signature, en point 10, la signature d'un contrat de vente d'énergie électrique. Toujours Jérémy avec la SEMLEA. Oui, donc la SEMLEA a réalisé en 2024-2025 la construction d'une centrale photovoltaïque en ombrière sur le parking du centre sportif de Chauvilly, qui appartient à la ville de Gex, et d'une puissance de 433 kW crête. Donc dans le texte, pour nous, sera appelée la centrale SEMLEA. De plus, la ville de Gex a développé en 2024 une centrale de 30 kW crête sur la toiture de la maison de santé pluridisciplinaire. Donc, cette délibération vise à mettre en œuvre une opération d'autoconsommation collective, c'est-à-dire de permettre à des producteurs d'énergie renouvelable de revendre cette énergie à des consommateurs situés à proximité. Donc, l'opération est envisagée de la manière suivante. La centrale communale donc sur la maison de santé fonctionne en autoconsommation individuelle et couvre directement une partie des besoins de la MSP. Le surplus généré par cette centrale sera revendu, entre guillemets, redistribué gratuitement aux autres bâtiments consommateurs de la commune. Et quant à la centrale de la SEMLEA à Chauvilly, elle revendra aux bâtiments de la commune une partie de l'électricité produite pour couvrir les besoins non couverts par la centrale communale. Donc, nous avons une liste de bâtiments consommateurs sur la commune. L'espace Pertan, l'école Pertan, l'école de Parozet, le complexe sportif du Turet, l'ancienne caserne des pompiers, le centre sportif de Chauvilly, le centre technique municipal, le bâtiment du centre associatif, le bâtiment GRDF à l'Aiglette et l'école des Vertes Campagnes. Donc, cette liste de bâtiments consommateurs a été proposée par la SEMLEA en tenant compte de leur consommation électrique en journée et de la quantité totale d'énergie vendue sur la période du contrat, avec un plafonnement de 275 000 kWh. D'autres bâtiments communaux pourront venir compléter cette liste au fur et à mesure de la mise en place d'autres centrales photovoltaïques, notamment celles prévues sur la toiture de l'espace Pertan. Donc, pour réaliser cette opération, le producteur et consommateur doivent être regroupés au sein d'une personne morale organisatrice qui sera l'interlocuteur unique d'Enedis. Donc, c'est le rôle d'ADACA, l'Association pour le développement de l'autoconsommation collective dans l'Ain, qui a été créée par le département, le SIEA et la SEMLEA, et à laquelle la ville de Gex a décidé d'adhérer par la délibération en date du 3 février 2025.
Un contrat de vente d'énergie doit être établi entre la SEMLEA et la ville donc, pour fixer les conditions de vente. C'est un contrat conclu pour une durée d'1 an. Le prix est fixé à 14,53 centimes d'euros le 8 kWh. Et grâce à cette opération, la ville pourra sécuriser une partie significative de son approvisionnement en électricité et être moins dépendante des fluctuations des marchés boursiers de l'énergie. Donc si le prix d'achat de la molécule est actuellement particulièrement bas et proche du tarif que je viens de citer, non seulement les cours sont appelés à remonter vraisemblablement, mais de plus, l'autoconsommation nous permet de bénéficier d'une fiscalité allégée. Donc il est proposé au conseil municipal de bien vouloir approuver la participation de la ville à une opération d'autoconsommation collective avec la SEMLEA. Et concernant la centrale installée sur le parking du centre sportif de Chauvilly, approuver la signature d'un contrat de vente d'électricité dans le cadre de cette opération d'autoconsommation collective avec la SEMLEA, et autoriser Monsieur le maire ou un adjoint délégué à réaliser toutes les démarches nécessaires et signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de ces décisions. Est-ce qu'il y a des questions, Monsieur Juillard? Oui. Il est remarquable que cette initiative d'autoconsommation que nous prenons depuis le début du mandat soit présentée aujourd'hui. C'est le premier jour de la campagne officielle des élections municipales. Ça pourrait être qu'une coïncidence. Mais alors que le surplus de production des centrales de Chauvilly et des maisons de santé est parfaitement connu, le fait qu'il n'y a aucune estimation des bénéfices indiqués dans cette délibération, et après la façon dont s'est déroulée la consultation sur les zones d'accélération des énergies renouvelables, nous sommes convaincus que cette initiative mal vendue est avant tout le résultat d'un calcul électoral, même si c'est une bonne initiative. Je ne répondrai même pas, Monsieur Juillard, parce que vraiment, je crois que c'est vous qui êtes un peu excité par la date. Parce que moi, honnêtement, est-ce que vous avez suivi, si tant est quand vous venez aux commissions, vous suivez les choses, parce qu'on peut se poser la question. Vous avez suivi tout ce qui a été mis en place pour mettre en œuvre tous ces éléments d'énergie. Je rappelle que pour l'énergie, on n'est jamais sûr de rien. C'est-à-dire que l'aspect économique est aussi très compliqué. On le voit aussi au Turet, on a du mal à réaliser notre programme parce que justement il y a des questions d'équilibre économique et qu'on s'ajuste avec le SIEA. Je ne pense pas que le SIEA soit suspendu à quelque élection que ce soit pour travailler avec nous sur ces sujets. Voilà, donc ça, c'est le fruit d'études et tout ça. Il suffit pas d'avoir l'idée parce que contrairement à vous, vous avez peut-être les idées, mais nous on le fait. Donc je pense que vous pouvez pas mettre la suspicion sur tout ce qui est fait parce que vous avez une excitation, vous, préélectorale, qui m'est complètement étrangère. Je regrette d'ailleurs sur un sujet de cette nature que vous soyez dans une analyse qui ne correspond pas à ce que je pensais que vous pouviez faire comme analyse sur des sujets qui vous tiennent à cœur, mais il suffit pas de dire nous on le fait. Voilà. Moi, je veux relever simplement que vous pouvez demander ça à la SEMLEA, vous n'êtes pas obligé de nous demander à nous, comme ça il n'y a pas de suspicion. D'abord, je vous rappelle que vous en savez rien du tout. S'il y a une campagne pour ce qui me concerne et mon équipe municipale, donc je vois pas en quoi vous pouvez tirer des conclusions de cette nature qui sont complètement décalées. Voilà, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que vous pouvez regarder les postes de la SEMLEA et du SIEA sur la valorisation qu'ils font des opérations qu'ils ont fait sur Gex, parce que c'est la première commune qui a mis autant de moyens pour mettre en place ces installations. Après, qu'on fasse de l'autoconsommation ou pas, encore une fois, c'est des études, c'est par rapport à ce qu'on produit et les équilibres économiques et puis les données techniques. Donc ça, on le sait quand on a mis en place les choses. Moi, je suis très heureux qu'on ait fait les ombrières de Chauvilly, qui était un des premiers chantiers, sinon le premier, je crois, Jérémy, sur tout le département de l'Ain et un des premiers dans le pays de Gex. Je rappelle qu'on est la commune du pays de Gex qui a le plus développé ses photovoltaïques. Vous devriez vous en réjouir si vous aviez un jugement honnête sur ces questions-là. Visiblement, c'est pas le cas. J'en tire quand même des conclusions sur la suite. Et je trouve que vraiment, ce qu'on a pu mener avec le SIEA est vraiment très pertinent. C'est les engagements qu'on avait pris au début du mandat, sans savoir d'ailleurs qu'on aurait des structures qui se sont créées au fur et à mesure, qui n'étaient pas toutes en place sur le début du mandat, pour pouvoir les mener. Et je suis très heureux qu'on n'ait pas fait qu'en parler nous, parce que le blablatage, je laisse ça à ceux qui s'en contentent, mais en tout cas, on l'a fait. Et voilà, et ça va continuer encore, puisque l'Alpertan va recevoir bientôt
ces panneaux photovoltaïques, c'est listé. On l'a fait avec la maison de santé, il me semble pas que c'était le 1er septembre, hein, donc on l'a fait dans le projet de la maison de santé et on l'a intégré en fait à tous les projets qu'on a pu mener et qui sont faits aussi parce qu'il y a des contraintes techniques et de budget qui vous ont pas échappé. Là, le Pertan, ça a été aussi des travaux très importants puisqu'on en a profité pour changer la toiture avant parce qu'on ne pouvait pas le faire. Donc tout ce timing-là, évidemment, est imposé par le déroulé de nos programmes qui n'ont jamais été programmés à court terme, hein, puisque c'est des sujets longs. Et on a vu aussi que parfois des choses qu'on pensait faire il y a 6 mois ou il y a 1 an, ben, voilà, pour des raisons de disponibilité d'entreprise, mais aussi de calage technique et tout ça, parfois c'est plus long. Surtout avec un mandat qui a été amputé quand même de 2 ans de Covid, qui ont repoussé l'ensemble de tous les chantiers qu'on pouvait mener. Et en attendant, on n'a pas perdu de temps, en temps masqué, on a essayé d'optimiser ces sujets, c'est pour ça que ça arrive. Et qu'il y en a qui sont déjà en service depuis un certain temps, hein. C'est pas voilà. Mais je crois que ce qui compte surtout, c'est qu'on continue dans cette voie, puisqu'on a essayé de faire en sorte d'optimiser tout ce qu'on pouvait faire sur les espaces communaux. Et à Chauvilly en particulier, c'est particulièrement pertinent. Sur le fonctionnement et aussi la consommation qu'il y aura sur cet espace, puisque c'est quand même un espace qui consomme beaucoup d'énergie. Donc on continuera à le déployer, mais il y a des programmes aussi qu'on avait pensé faire avant, comme la couverture des terrains de tennis du Turet, et qui ont là on a un problème d'opérateur parce qu'en fait la démarche n'est pas rentable. En gros c'était ça. Techniquement c'était un peu compliqué, mais c'est surtout que la rentabilité a empêché de trouver un opérateur, si je me suis pas trompé. Sur le parking, oui. Oui, j'ai dit les terrains de foot, mais c'est sur le parking. Voilà, donc tout ça, c'est des dossiers qui avancent et qui ne sont pas simplement. C'est pas parce qu'on veut qu'on fait. On a aussi ces contraintes qui s'imposent à nous. Mais en tout cas, ce que je relève, c'est quand même le résultat. Et ça, vous pourrez en dire ce que vous voulez, mais en tout cas, moi, je suis très heureux qu'on ait pu lancer cette démarche qui montre qu'on peut le mener et qui se développera en fonction de la pertinence des choix que la ville, dans sa continuité, fera dans les décennies qui viennent sur tout ce qu'elle peut optimiser dans ce domaine-là. Voilà. Merci Jérémy pour ces précisions et puis cette délibération qui est importante et qui mérite un peu plus de recul. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Bocquet. Juste une remarque, monsieur le maire. Vous dites que vous l'avez fait. C'est bien. Non, Si, vous dites, la ville. vous l'avez fait. Vous l'avez fait parce qu'on a voté pour. On a tous voté pour. Bah, tant mieux, oui. Mais si vous n'aviez pas voté contre, je vous signale, j'ai une majorité qui est soudée et qui l'aurait fait sans vous. Voilà. Et donc, parce que moi, je suis content que vous ayez adhéré, mais on vous adhérez bien sûr à la carte, et c'est normal, c'est la démocratie. Je vous rappelle quand même que vous votez pour les projets, mais vous votez contre le budget de la commune. Donc moi, c'est quand même aussi des contradictions. Ça veut dire on vote pour parce que c'est de l'affichage pour vous, mais par contre, vous votez contre le budget qui donne les moyens à la commune de mener ses projets. Donc moi aussi, je peux vous mettre des contradictions en face. Je regrette vraiment qu'une... La grâce à qui? C'est le conseil municipal, vous compris. Mais sans vous, on l'aurait fait quand même, hein. Excusez-moi, mais j'ai encore la majorité pour faire passer les dossiers. Mais vous avez de toute façon pas voté les moyens pour les faire. Donc voilà, c'est aussi contradictoire. Je pense qu'il faut être dans une certaine cohésion. Et j'ai toujours été surpris que vous étiez d'accord finalement, quand on regarde bien sur à peu près l'ensemble des projets. Alors moi aussi, je peux relever un certain nombre de contradictions que je crois nous n'avons pas. Mais bon, après, Parce que on peut pas rentrer voter à chaque débat maintenant. Voter contre sur le ces budget, sujets. monsieur le maire, Oui. c'est un signe politique d'opposition à l'orientation globale. Oui, mais en fait, dans l'orientation globale, d'ailleurs, j'en suis très heureux. Dans tous les sujets importants, vous avez souvent toujours voté pour. Donc, vous parlez d'orientation globale. OK, vous pouvez me citer un projet important, j'entends. Il y a toujours évidemment des choses où on peut s'abstenir ou voter contre. Mais en fait, c'est ce qui me fait dire qu'on allait dans la bonne direction aussi. Vous avez pratiquement voté tous les projets importants de la commune, mais pas les budgets. Et l'orientation globale, c'est quand même d'abord et avant tout les grands projets de la commune. C'est juste un étonnement, c'est tout, hein. J'en tire aucune conclusion autre. Mais bon, je comprends bien votre jeu. Enfin voilà, je pense que vous êtes dans une démarche Oui, que nous je sommes comprends. les Mais seuls moi, à en tout jouer. cas, je vous répondrai à chaque fois parce que je trouve que vraiment, il y a des sujets quand même où du moment qu'il y avait unanimité et tout ça, vous devriez avoir une analyse plus correcte de la situation. Mais je ne te dis pas à vous, hein, c'est pas vous qui avez fait la remarque, je parle à M. Juillard.
Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques sur le sujet? On peut passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes pour? Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Ben, voyez. Le point 11, signature d'un avenant numéro 4 au marché d'exploitation des installations de génie climatique des bâtiments communaux. Et c'est Christian Pellet qui rapporte. Oui. Donc, il est rappelé que par délibération en date du 5 septembre 2022, le conseil municipal a attribué le marché d'exploitation des installations de génie climatique des bâtiments communaux à l'entreprise Dalkia pour un montant de 2 600 000 € hors taxe pour une période de 8 ans. Pour mémoire, ce marché comprend certaines prestations de services énergétiques de type marché forfait, incluant notamment la fourniture d'énergie transformée, la conduite, l'exploitation, l'entretien et la maintenance des installations de production de chaleur sur les sites. Le marché a débuté le 1er novembre 2022. La commission d'appel d'offres s'est réunie le 10 juillet 2025 pour valider l'avenant numéro 4. Un avis favorable à l'unanimité a été rendu. Cet avenant numéro 4 a pour objet la modification de la cible de consommation du site Zegut à la suite des résultats 2024, la mise en place de cibles de consommation pour les sites école de Parozet et gymnase de Parozet, l'ajout de matériel sur les sites centre technique municipal, GRDF et Saint-Ange, l'ajout du site sous-préfecture, la prise en compte de l'ordre de service numéro 1 pour l'application des prix SIEA 2025, l'augmentation du prix des marchés de 36,5% liée aux fortes augmentations du prix du gaz et des taxes. Cet avenant est un montant estimatif de 266 692 € hors taxes. Il est rappelé au conseil municipal que la ville est accompagnée par un bureau d'études spécialisé Exopen dans le cadre de suivi de ce marché complexe. Donc, il est donc proposé au conseil municipal d'approuver l'avenant numéro 4 qui lui est présenté. Des questions à M. Pellet là, sur cet avenant? M. Juillard. Oui. Nous soutenons ces deux accords et nous ne traitons que si les cibles à atteindre sont bien spécifiées, les consommations passées ne sont pas connues. Ce qui revient à demander au conseil de prendre des décisions sans reconnaître les bénéfices attendus. Pourquoi on délibère? C'est pourquoi, par respect. Ok, Monsieur Pellet, vous voulez répondre? Virgile, vous avez des éléments là-dessus ou... C'est un dossier très technique qui a été vu à plusieurs reprises en commission, sur lequel on peut refaire une passe éventuellement lors de la prochaine commission ou de la suivante. On est accompagné par un bureau sérieux sur ce dossier. Je participe au débat pendant les commissions qui sont très sérieuses et j'en collègue, c'est vraiment très intéressant ces contrats. Ce que je regrette, c'est que le conseil municipal n'a pas les bénéfices attendus et on nous demande quand même de voter. C'est bizarre de voter sur des choses qu'on ne connaît pas. Oui. Bon, écoutez, ok, on va prendre acte de cet angle d'analyse qui va se généraliser, je crois, sur toutes les délibérations qui auparavant vous posaient aucun problème, puisque vous participez aux commissions qui les travaillent. Mais il n'y a pas de problème, j'ai bien compris votre jeu, donc on va s'adopter. Et du coup, je voudrais bien que les services nous donnent, à chaque fois qu'il y a une délibération, les précisions pour satisfaire la curiosité soudaine de M. Juillard. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça fait plaisir, en plus ça lui fait plaisir, je voudrais quand même pas le frustrer. Il y a d'autres questions? Merci d'être à la hauteur des enjeux. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Voilà, en commission, vous n'aviez pas émis d'avis abstentionniste, vous aviez validé. D'accord, mais vous êtes aussi là pour rapporter les sujets, vous êtes représentant de l'opposition dans ces commissions, donc vous avez eu les informations. Je relève quand même, et vous me permettrez, qu'en commission, vous n'avez pas émis d'abstention ni d'avis contre, et qu'au conseil, vous émettez un avis contre, c'est peut-être que vous n'avez pas su, vous, relayer auprès de vous.
Attendez, excusez-moi. Non, mais vous vous êtes abstenu ou un avis contre, peu importe, c'est pareil, hein, sur un sujet de gestion courante comme ça, c'est évidemment la même interprétation. Je relève que vous n'avez pas la même position à la commission où vous avez siégé sur le même sujet, et vous avez cette position publique que je comprends, parce que comme ça, au moins, ça vous donne des arguments. Il faut croire que vous n'en avez pas beaucoup d'autres. Est-ce qu'il y a donc des votes contre, des abstentions? Donc, Monsieur Juillard, vous vous abstenez du coup? Très bien, c'est très cohérent. Merci beaucoup. 4 abstentions. Le point 12, donc, c'est le rapport annuel 2024 sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets. C'est Gérard Ivanès qui rapporte. Bon courage. L'article 2224-17-1, issu de la loi 2015-992 du 17 août 2015, prévoit notamment que le maire présente au conseil municipal ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets. Ce rapport rend compte de la situation de la collectivité territoriale par rapport à l'atteinte des objectifs de prévention et de gestion des déchets fixés au niveau national. Il présente notamment la performance du service en termes de quantité d'ordures ménagères résiduelles et sa chronique d'évolution dans le temps. Les recettes, les dépenses du service public de gestion des déchets par rapport au flux de déchets et par étapes techniques. Le rapport 2024 sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets a été transmis par la communauté d'agglomération du Pays de Gex au maire pour qu'il le porte à la connaissance du conseil municipal. Il est proposé au conseil municipal de prendre acte de la communication du rapport précité qui est disponible dans les annexes. Des questions, j'imagine. Des questions? Non? Eh bien, écoutez, c'est un prendre acte, hein, donc on va faire un vote. Mais on fait un vote ou pas? Oui, on fait un vote, hein, parce que maintenant on est obligé. Donc pour le prendre acte, est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Merci. Ensuite, il s'agit du rapport 13, donc le rapport d'activité 2024 de la communauté d'agglomération du Pays de Gex. Donc comme toutes les années, on a le rapport d'activité de l'année précédente qui vous a été fourni avec force et détails, qui a déjà fait l'objet d'un débat en juin, si je ne m'abuse, au sein de la communauté de communes, de la communauté d'agglomération du Pays de Gex. Donc je ne vais pas reprendre, évidemment, il y a je ne sais pas combien de pages, hein, une cinquantaine de pages. Je voulais juste peut-être signaler quelques éléments importants sur quelques domaines, hein, parce qu'il y en a un certain nombre. D'abord sur les mobilités, puisque c'est la part du budget de l'agglomération qui grossit le plus, hein, puisqu'on arrive à plus de 30% du budget qui est sur la mobilité. Je veux juste signaler, juste par référentiel, au début du mandat précédent, donc c'était à peu près 20%. Hein, donc c'est un budget qui a explosé aussi à cause du coût du service. Rappelez que c'est 20% à peu près d'augmentation sur le service des Gessiens au niveau mobilité, en particulier avec la nouvelle ligne qui va maintenant jusqu'à Crozet, qui jusqu'à maintenant n'était pas desservie du tout par rapport aux lignes transfrontalières. Il y a eu aussi, mais ça s'est étalé sur, c'était 2023. 2024, mais la mise en place des 2 TAD, donc des transports à la demande sur le sud du Pays de Gex et aussi sur le nord, pour essayer de faire en sorte que toutes les communes de la plaine soient desservies par les transports publics, qu'on a plus de 7 millions 200 et quelques, si je ne me trompe pas, de passagers qui sont transportés par les transports publics qui sont financés d'une manière ou d'une autre par l'agglomération. Qu'on travaille évidemment à des gros sujets qui sont pluriannuels, hein, qui ne sont pas que sur 2024, mais qui ont quand même avancé en ingénierie et en structuration, puisqu'on va avoir des débuts de travaux importants. Et je veux parler évidemment de la continuité du travail de financement sur le tram de Ferney-Voltaire en particulier, sur la préparation du dossier du BHNS de Saint-Genis-Pouilly, donc le BHNS qui sera en maîtrise d'ouvrage de l'agglomération sur la liaison Mérin centre de Saint-Genis, Simone Veil, rond-point Simone Veil pour être plus clair, je ne vais pas dire au brasseur parce que ça fait un peu de la pub, et du coup qui a maîtrise d'ouvrage de l'agglo, mais aussi donc pour accompagner le département, puisque l'agglomération va aussi participer à hauteur de 2 millions d'euros sur l'aménagement latéral cette fois de la 2x2 voies et du passage du rond-point de France, avec cette trémie qui sera faite pour les modes doux. Donc voilà, 2024, c'était une année très importante, non pas de réalisation, mais de lancement des opérations. Et donc,
Sur le tram de Ferney, par exemple, vous allez, et là c'est évidemment des agréments qui vont être importants aussi, les Suisses commencent les travaux le 15 septembre sur leur partie, et donc on est en train de travailler d'arrache-pied, et 2024 a été particulièrement riche en calage et en négociations multiples avec nos amis suisses, mais aussi nos partenaires français pour l'aménagement du tram de Ferney-Voltaire, qui devrait être mis en service fin 2028, mais dont l'année qui vient de se passer a été particulièrement décisive sur la validation des financements suisses aussi, puisqu'on a plus de 35% de financement suisse à cette heure sur le tram qui fait 49 millions d'euros, hein, je le rappelle, sur la partie française. Et du coup, voilà, avec une agglomération qui doit porter maintenant les 12 millions d'euros qui restent. C'est juste pour donner l'ampleur aussi des coûts et puis des montants qui sont maintenant sur le budget de l'agglomération et qui dépassent les 20. Enfin, si on compte le budget de transport dans son ensemble, on est à plus de 21 millions d'euros sur ce secteur-là qui a aussi explosé en coût au kilomètre par rapport à la crise du Covid et après la surenchère sur les fonctionnements, en particulier sur les offres du GLCT Transport qui assure la liaison des lignes transfrontalières. Il y a eu beaucoup d'autres événements sur l'environnement. Il y a eu le contrat unique environnemental qui a été validé, et vous retrouvez tout ça dans ces éléments-là. C'est un contrat qui maintenant couvre l'ensemble des contrats qui avant étaient séparés par rapport à, enfin, étaient tous dans leur couloir, et là maintenant il y a un contrat unique qui est à la fois qui a été le moyen de faire le bilan de celui précédent où il y a eu beaucoup d'actions de menées, mais aussi de lancer celui qui va courir sur les 2-3 ans qui viennent, en rappelant aussi qu'il y a eu beaucoup de travail qui a été fait sur le grand cycle de l'eau, sur l'eau potable en lien avec la régie des eaux gessiennes, hein, puisque ces contrats évidemment associent très étroitement la régie des eaux gessiennes, puisqu'on a 80% des montants en fait qui sont liés à la régie et à son fonctionnement, puisque c'est eux qui gèrent cette partie sur le grand cycle de l'eau. Voilà, il y a eu beaucoup d'autres actions que vous avez, hein, sur lesquelles je vais pas revenir, mais quand même citer aussi le travail qui est fait sur la prévention des inondations, puisque dans tous ces dossiers environnementaux, on a aussi un côté sécurité par rapport à ces inondations, et donc le PAPI, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, plan annuel de prévention des annuel, ou en tout cas plan de prévention des inondations, qui est un des volets aussi importants qui est travaillé en continu. Je vais rappeler aussi sur l'économie, puisqu'on a eu une année de fonctionnement pratiquement complète du pôle de l'entrepreneuriat sur le technoparc de Saint-Genis-Pouilly. C'est 3200 mètres carrés qui sont mis à disposition d'un guichet unique sur l'économie, qui a boosté considérablement les mises en réseau sur ce domaine économique. Rappelez aussi qu'on a 2 incubateurs. On en a un deuxième qui a été GexLab, qui est venu compléter l'incubateur Innogex qui fonctionne depuis des années, et qui est une pépinière, on va dire, pour les entreprises validées avec les technologies du CERN. Donc on est dans ces incubateurs, on travaille en parité avec le CERN, et donc on a des agréments sur des entreprises. Ça dure depuis très très longtemps, mais on a le nouveau qui est 4.0 et qui est aussi tourné vers tout ce qui est environnemental. Donc un nouvel incubateur, ça en fait 2, pour les pépinières d'entreprises de haute technologie, ou en tout cas de niches très valorisantes, et qui sont une des cibles de la politique de l'agglo. Rappelez aussi, je le dis rappeler parce que c'est toujours des choses qui sont pluriannuelles, donc vous en avez déjà entendu parler. Dans la gestion de nos 14 zones, qu'on a eu 3 zones en 2024, puisque c'est l'année de ce rapport, 3 zones qui ont été remodelées, ou en tout cas où il y a eu des investissements importants pour les remettre à niveau, puisque ces zones communales étaient souvent dans des états qui n'étaient pas conformes, en tout cas pour leur fonctionnement et l'accueil d'entreprises nouvelles. Donc en particulier la London, qui a été le morceau le plus lourd, c'est la plus grosse zone d'activité économique hors technoparc du pays Gex, hein. Mais aussi il y a eu Crozet, puis une autre qui m'échappe sur le coup. Nous, Gex, on a eu avec Cécy, le Journant, enfin toutes les années précédentes, on a essayé de faire en sorte de remettre à niveau pour ce qui est des éclairages publics, des voiries, de la sécurisation. Déjà plusieurs dizaines sur nos 14, il y a eu plus de 10 zones qui ont bénéficié d'investissements sur les dernières années, et 3 en 2024. Après, vous avez aussi la maison des services publics qui a été regroupée à côté de l'agglomération.
et qui a explosé en fréquentation, en particulier sur l'accompagnement des personnes éloignées du numérique, etc., pour leurs démarches administratives, mais voilà, mais aussi l'aide à des gens en difficulté avec des conseils juridiques, tout ce qu'on retrouvait un peu de façon dispersée dans le Pays de Gex, avec le clic aussi, hein, pour les personnes âgées. Et du coup, on a une fréquentation sur cette maison qui est bien identifiée maintenant, qui est particulièrement importante. Après, vous avez tous les domaines de compétences et je ne peux pas passer sous silence évidemment ce qu'on vient de voir sur la précédente délibération, c'est-à-dire le travail considérable qui est fait sur les déchets, qui est toujours un sujet très intéressant au niveau de la montée en pression. Voilà, mais par contre, dans le rapport, vous retrouvez des chiffres factuels en dehors des polémiques stériles que certains relancent en continu. Bon. Mais vous retrouvez en tout cas des chiffres aussi sur le côté environnemental de ces poubelles, puisque en général, sur les déchets, donc les polémiques ne parlent jamais en fait de la réalité. Ça veut dire qu'il y a eu dans le Pays de Gex un très gros effort sur la réduction des déchets par habitant. Les déchets, je parle de ceux qui sont incinérés et qui sont quand même pas. En tout cas, le but final, c'est d'en incinérer le moins possible, hein, puisque ça reste quelque chose de contraignant et de polluant disons pour l'environnement, c'est pas optimisé. Donc on arrive à des chiffres qui sont très très bons sur ces sujets-là. On a vu aussi que quand il y avait des actions coercitives cumulées avec les communes, il y a des réductions qui sont importantes, puisque nous, on a déjà 4 tonnes de moins de ramasser depuis que les caméras verbalisent, et malheureusement, hein, j'allais dire, mais c'est comme ça, on a 4 tonnes de moins, ce qui n'est jamais arrivé avant, sur les 20 tonnes à peu près de déchets hors poubelle, hors container, tous déchets confondus qui sont ramassés par an. Donc on n'a pas fait du tout la couverture de l'ensemble des points qui sont à surveiller. Donc voilà, avec ce tournus, on devrait réduire de plus de la moitié ce chiffre. Je rappelle quand même que la responsabilité individuelle, même si parfois ça arrange certains de ne pas l'avoir, c'est quand même évidemment que les gens jouent le jeu, et ils le font à 80%, mais par contre vous avez toujours un résiduel qui est estimé en France entre 20 et 25% des personnes qui avouent, même quand il y a des sondages, jeter leurs déchets ponctuellement ou régulièrement en dehors des containers, quel que soit le système. Donc ça, il y a un moment où il y a aussi cette responsabilité individuelle qui ne pourra jamais être gommée, mais en tout cas on fait en sorte que les pollueurs soient les payeurs et que ce ne soit pas ceux qui jouent le jeu qui payent la note sur ce sujet-là. Voilà. Mais à côté de ça, il y a aussi des enjeux importants, je veux le dire, hein, sur les déchets. Et 2024, c'est aussi un travail en commun considérable qui a été fait entre l'agglomération et les différentes communes qui ont des relais sur ces sujets de déchets, qui ont des gens qui suivent ça dans chaque commune. Et du coup, le but, ça a été d'essayer d'améliorer au maximum tout ce qui peut l'être, en étant aussi un peu avec des systèmes à la carte sur les nouveaux programmes immobiliers, et pas forcément donc avoir le même système de Moloch semi-enterré ou de bac, suivant les endroits, mais voilà, d'avoir la possibilité de ne pas tout uniformiser, puisqu'il y a des endroits où certains systèmes fonctionnent, il y en a d'autres où, voilà, compte tenu des contraintes physiques des bâtiments, etc., c'est pas possible, et parfois il est nécessaire de rester en bac et de ne pas passer en semi-enterré, ce qui se produit au cas par cas en fonction de l'étude qui est faite par les services de l'agglomération, les promoteurs, et en accord avec les communes concernées. Donc on continue ce travail important pour gérer ce sujet-là, en sachant qu'on a d'autres enjeux qui arrivent, hein. On a aussi le traitement des cartons bruns qui va arriver, qui doivent être maintenant gérés d'une autre manière. Donc ça va être aussi une contrainte supplémentaire, des coûts. Et puis des programmes en 2024 importants, puisque moi j'ai souhaité qu'on modifie le plan sur les déchetteries du Pays de Gex, parce qu'on n'arrive pas, pour des raisons de foncier, mais aussi des raisons de contraintes environnementales, à fixer le plan tel qu'il était prévu. Ça veut dire en particulier avec une déchetterie pour le secteur de Cessy, Eschnevet, Gex, qui aurait dû se trouver dans le secteur de Mury, enfin en tout cas dans ce secteur au sens large. On avait 5 terrains d'identifiés, couloirs écologiques, contraintes diverses qui ont empêché de trouver un terrain pour se faire. Et donc on a fait le choix de remouliner le plan pour être opérationnel, puisque j'ai demandé à ce qu'on puisse rapidement maintenant trouver des solutions, puisqu'on a Verzonnet qui devait être abandonné, qui finalement ne le sera pas, et qui va être rénové dans l'intervalle pour répondre aux normes de sécurité, puisque cette déchetterie, évidemment, est dans un contexte vieillot, si j'ose dire, mais surtout qui ne correspond plus à ce qu'on souhaite pour la sécurité à la fois de la population qui y va, mais aussi pour nos agents. Donc voilà, donc on est parti sur un plan de rénovation de Verzonnet,
qui va aussi essayer de régler en même temps les problèmes olfactifs pour le voisinage un peu éloigné, mais qui subit le stockage en fait des espaces verts, enfin des déchets verts, et qui pose un certain nombre de problèmes. On a aussi avancé sur les blocages avec l'aide de la préfète, dont je veux souligner aussi le soutien, sur justement le démarrage, j'espère bientôt, de la déchetterie qui était prévue à Divonne-les-Bains, et puis l'extension de la déchetterie de Peron, qui vient compléter le dispositif qui avait été développé auparavant, avec en particulier la nouvelle déchetterie d'Ornay, qui, elle, est dans toutes les normes qu'on peut avoir dans ce domaine. Voilà, donc ça, c'est des gros sujets. Ça explique aussi les augmentations, qui sont des augmentations de rattrapage qu'il y a eu sur le sujet de ces factures d'ordures ménagères et qui n'avaient pas bougé depuis 2021, mais qui devaient être réajustées pour faire face à ces différents coûts aussi, qui sont pour une part des obligations que l'État impose sur le traitement de ces déchets, et donc c'est pas forcément une volonté, mais voilà, le carton brun par exemple et tous ces sujets-là, c'est les contraintes aussi du cadre réglementaire national qui fait qu'il faut tendre vers le déploiement de ces politiques-là. Voilà, je ne vais pas être plus long parce qu'il y a plein d'autres actions que vous avez pu lire. Par contre, je reste à votre disposition si vous avez des questions particulières à la lecture de ce bilan d'activité. Pas de questions? On prend acte. Donc, pour le prendre acte, est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci. Ensuite, le compte-rendu des commissions. Donc, la commission aménagement, c'est Loïc qui rapporte du 1er juillet 2025. 2025. Merci, monsieur le maire. Donc, la commission s'est réunie le 1er juillet 2025. Il y avait donc 2 permis de construire qui ont reçu donc un avis favorable et un avis défavorable. 2 permis de construire modificatifs ont reçu tous les deux un avis favorable. La commission a traité 14 déclarations préalables et a émis 6 avis favorables. 2 dossiers ont reçu un avis défavorable et 6 dossiers étaient incomplets. Et puis il y a eu 2 autorisations préalables d'enseigne qui ont reçu toutes les deux un avis favorable. Dans les points divers, la commission a également été informée du lancement de la consultation du marché relatif au service LUGE pour la période 2025-2028. Voilà, merci. Bon, moi, c'est clair et précis. Merci Loïc. Est-ce qu'il y a des questions sur cette commission? Pas de questions? Il y a les lectures des décisions donc j'ai prises dans le cadre de mes délégations. Est-ce qu'il y avait des questions sur cette liste à l'après-vert? Monsieur Juillard. Oui, 2025-124. Signature de la société EODB de devis relatif à la réalisation de bilan carbone pour le projet du lycée public de Gex. Et de ces équipements annexes pour un montant total de 4 250 €. Oui. Est-ce le fait que ce soit Gex qui paye pour cette dépense est-il un moyen de permettre à la région, maître d'ouvrage du lycée, de se prétendre la mieux gérée de France? De façon plus sérieuse, d'un côté pratique, à quoi vont servir ces études? J'ai pas compris votre question. J'ai compris votre remarque qui se voulait. Pour un lycée dont le maître d'ouvrage est la région. Bah oui, pourquoi, Virgile? C'est une quote-part en fait de la partie communale raccordée au lycée. C'est ça. Et il y a d'autres études qui sont comme ça avec quote-part de la commune. Et de point de vue pratique, ça justement, établir le bilan carbone de l'ensemble. Et après, je vous dis, il y a plusieurs études comme ça dans le cadre du lycée qui vont arriver et sur la ville pour laquelle la ville aura sa quote-part à payer. Hein, donc, et on les verra au fur et à mesure du déroulé. Il y a 3 participants, la région, l'agglo pour sa part, puisqu'elle a aussi partie prenante, par exemple, sur la gare routière qui lui incombe. Et nous, vous avez vu que c'est marqué aussi équipement annexe. Donc, équipement annexe, là, par contre, ils seront purement communaux. Et voilà, donc cette copart d'études, c'est parce que chacune des parties, en fait, aura réalisé en investissement ce qui lui revient par rapport à ses compétences. Je crois qu'il y a le bilan de la rentrée scolaire, mon cher Gérard, parce que c'est le jour. Donc, en questions diverses, je vous propose déjà d'avoir ce bilan de la rentrée par Gérard Ivanez, et puis après, s'il y a d'autres questions, je pourrais y répondre.
Alors, donc à ce jour, on a un effectif global de 1254 élèves qui à la fin de l'année scolaire précédente, qui était à 1240. Tous les postes d'enseignants sont pourvus et on a très peu de mouvement au niveau des enseignants. On a juste un changement de direction à l'école maternelle Parosé. Et aussi la fusion d'écoles des Vertes Campagnes qui a été actée. Donc l'école des Vertes Campagnes, il y a une direction unique pour la maternelle et l'élémentaire, et ça devient, comme Pertan, une école primaire. Pour nous, ça ne change pas grand-chose, ni dans le fonctionnement, ni dans les budgets. Et, le seul changement, c'est qu'il n'y aura qu'un seul conseil d'école, global à la maternelle et à l'élémentaire. Voilà pour les changements de cette rentrée. Eh bien, merci, c'est synthétique. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Eh bien, on peut renouveler en votre nom à tous déjà nos vœux de bonne rentrée à nos jeunes, mais aussi à toute la communauté éducative, enseignants, les parents bien sûr, et puis nos personnels des écoles hein, ou des établissements, parce que plus largement, ça soit évidemment dans les établissements publics ou privés, une bonne rentrée à tous, fructueuse pour nos jeunes et qui se déroule dans les meilleures conditions possibles, même si on sait que c'est toujours très compliqué, puisque on a toujours malgré tout ces difficultés à assurer à 100% les accueils, par exemple périscolaires, hein, qui sont un vrai sujet partout. Donc on a des projets d'extension, par exemple à Pertan, mais en attendant, il y a quand même cette problématique qui touche un certain nombre de foyers et qui est complexe sur l'ensemble du pays Gex encore plus, parce qu'on a moins de problématiques de personnel, mais on a quand même aussi ce sujet. Même quand les locaux sont là, des fois c'est le personnel qui manque. On a eu des périodes difficiles, voilà, mais on est conscient quand même, et ça faut le dire, que c'est une difficulté malgré tout, puisqu'il y a aussi des besoins de plus en plus grands des parents sur ces accompagnements périscolaires, ce qu'on peut tout à fait comprendre, puisque en fait le besoin augmente malgré une certaine stagnation des effectifs. Hein. Donc c'est pas une explosion des effectifs qui crée ce besoin, mais bien un besoin des parents qui est de plus en plus important et qu'on comprend, hein, puisque c'est voilà, économiquement, etc. Les gens ont besoin aussi de plus travailler malgré tout, surtout dans un territoire où rien que se loger est une gageure. Donc voilà, on en est conscient. Après, il y a les limites aussi de ce qu'on peut amener, que ce soit dans les locaux et Parosé et Vertes Campagne, on a ce qu'il faut. Pertan, c'est pas le cas, mais malgré tout, il y a aussi ces contraintes de personnel qui sont pas faciles, malgré tout, à prévoir, puisque parfois, en très peu de temps, ça peut se dégrader. Voilà, pour l'instant, ça va, mais c'est la quadrature du cercle. Merci en tout cas à tous, puis aussi à nos personnels administratifs hein, qui sont le point d'entrée pour les gens mécontents, comme pour ceux qui viennent s'inscrire et qui ont une activité toute l'année pour essayer de répondre aux demandes. Est-ce qu'il y a d'autres questions diverses? Non? Moi, j'informe M. Juillard que les élections municipales sont le 15 et le 22 mars, ça vient de sortir. Et du coup, on ne savait même pas que ça allait être le 1er septembre que vous rentriez, vous, en campagne, parce que normalement, s'ils avaient mis une autre date, on aurait pu avoir une entrée en campagne plus tardive, du coup, j'imagine. Je croyais que vous étiez pointu, vous alliez au moins préciser ça, puisque les choses sont maintenant très claires de votre côté, en tout cas. Merci à tous, et puis je vous demande tout simplement de ne pas partir, puisque si vous le voulez bien, et ça je pense que heureusement ça fera consensus, donc on va prendre la photo pour Septembre en Nord. Alors on va pas le faire dehors, hein, vu le temps, mais on va prendre cette photo comme on le faisait, on a loupé l'année passée, mais on a repris une vieille photo, et on va prendre cette photo pour appuyer justement cette opération Septembre en Nord pour les enfants atteints de cancer. Merci à tous et bonne soirée.